Donc bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour regarder ensemble le sens de cette pleine lune en Scorpion qui aura lieu le lundi 12 mai. J'ai pas enregistré la semaine dernière tout simplement parce que les énergies étaient assez dans la continuité de ce que j'avais évoqué, donc par respect de la qualité, on pourrait dire, et puis je trouve aussi qu'on a suffisamment beaucoup d'informations. Donc, des fois, j'ai pas forcément envie de rajouter ou de faire consommer un contenu. Je préfère privilégier le moment juste, diraient les anciens astrologues, euh, qui correspond. Il faut vouloir quelque chose, disait Vétus Valens, mais si les astres ne sont pas alignés, rien ne se passe. Donc, il y a un petit peu la même dimension, j'allais dire, dans ce que je vous partage même si je sens l'appel, et vous le verrez sans doute dans les mois à venir, de partager plus, notamment sur la vision de l'astrologie chez Jung et chez les anciens. Hein. Donc, je ne sais pas encore si sur YouTube ou peut-être plus sur les réseaux sociaux, j'essaye de sentir et j'ai toujours pas senti exactement. Donc, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Donc, on est dans une pleine lune qui a lieu le 12 mai. La lune est en Scorpion à 22 degrés du Scorpion. Donc, en face, on a le soleil. Hein. Toujours les pleines lunes, il y a cette mise en lumière, cette danse, on pourrait dire, du soleil et de la lune, où le soleil est en taureau, donc la conscience ou l'œil de la conscience, ou l'esprit divin, disaient même les anciens, éclaire le signe du taureau, donc en lien avec Vénus, avec la volupté, la sensualité, la beauté, le rapport à la nature, tout ce qui nous contient, tout ce qui nous permet d'être en sécurité aussi. Hein. Donc, dans une dimension plus littérale du taureau, c'est vrai que vous allez retrouver le lien à l'argent, le lien à la nourriture, le lien aussi à nos habitudes, à nos routines, le lien à notre corps. Mais à un niveau plus initiatique, moi j'ai toujours pensé que le taureau était lié au signe de la grande déesse, peut-être parce que justement, on le verra, la lune est exaltée en taureau. Donc on est vraiment dans un signe de la fertilité, on est aussi dans le gardien, on pourrait dire, des mystères des cycles, des mystères des élémentaux, vraiment les forces de la nature. Donc on est en présence du soleil qui vient éclairer ce signe, et en face, on a la lune en scorpion. Donc vous l'aurez compris, si la lune est exaltée en taureau, ça veut dire qu'elle est en chute en scorpion. En effet, la lune en scorpion, vous pouvez imaginer pour essayer de comprendre depuis, j'allais dire, la géométrie du ciel des anciens, que la lune en scorpion, elle est chez Mars. Donc, elle est dans un domicile céleste où, au lieu, quelque part, de trouver la tranquillité et la paix du taureau qui la contient, qui lui donne à manger, qui lui fait se sentir en sécurité, elle est chez le guerrier Mars qui, dans le signe du Scorpion, est le guerrier, pour reprendre Éric Béru, de notre intériorité, de celui qui vient lutter contre les dragons, contre les monstres, contre les forces de l'inconscient et qui essaye justement de nous arracher à des répétitions, on le verra sans doute, à des attachements, à des émotions qui peuvent nous faire un petit peu stagner dans les marécages. Donc, c'est pas une lune vraiment confortable. Et à la fois, peut-être que vous allez entendre que, moi, je suis pas spécialiste, donc je vous le mentionne juste parce que on entend souvent que c'est la lune du Vesak, liée au Christ et au Bouddha. Hein. Alors, moi, je me dis juste peut-être que dans la lune en scorpion, en fait, on vient tellement célébrer la beauté de la vie dans son impermanence, l'ambiguïté de profiter de l'instant parce que justement, les choses peuvent vraiment mourir, hein, tout simplement. On va oser prononcer ce mot dans le scorpion puisque c'est un mot qui n'a pas de tabou. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une pleine lune dans cet axe, on est mis face à qu'est-ce qu'on aimerait conserver dans la forme, qu'est-ce qui nous sécurise et comment la Lune, donc par le biais souvent d'émotions, d'une sensation aussi corporelle, hein, vraiment la Lune des anciens est très liée au corps, elle est liée à nos fluctuations, à notre température, vient nous rappeler que tout est impermanence, que tout change, que tout est cyclique et qu'on ne peut s'attacher à rien et que même ce qui nous sécurisait un jour, au bout de 5 minutes, ne peut plus nous sécuriser. Bon, on en a souvent l'exemple, moi ici, j'ai jamais eu encore, pendant que j'enregistrais la vidéo, des petites secousses, hein, mais on imagine des fois quand elles sont un peu plus fortes que ça ne tient pas à grand-chose. Donc la particularité cette année de cette pleine lune, c'est qu'on a le Soleil conjoint à Uranus et on a la Lune conjoint à Junon. Donc ça va nous permettre d'affiner un petit peu l'analyse ou d'être plus précis. Hein. Le fait qu'il y ait Uranus, il y a quelque chose que vous pouvez penser un petit peu de contradictoire. Pourquoi? Parce que dans
La lune en scorpion, on est vraiment dans aller explorer nos profondeurs, on est dans les inanas, les perséphones, ce besoin, j'allais dire, de l'image archétypale du féminin, hein, peut-être, de descendre, de se dépouiller, de se transformer, de rencontrer des parties de soi qui avaient pu être oubliées, qui avaient pu être refoulées. Et Uranus, c'est pas forcément une planète qui aime l'obscurité ou qui aime le drame ou qui aime aller explorer, on pourrait dire, l'aspect sentimental des choses, émotionnel des choses. On est plus dans une planète qui veut se détacher, qui n'a pas du tout envie d'être connecté à ce côté dramatique. Je dis pas que j'ai pas envie de heurter quelqu'un, mais euh, à ce côté très dramatique, très profond, très tortueux, très mystérieux, très obscur du Scorpion. Il a plutôt envie de dire, je peux pas prononcer le mot, sinon je vais être censurée, mais vraiment, il a envie de tout envoyer balader et de trouver sa liberté, et avec en plus en Taureau, de vraiment nous amener à une forme de détachement. Donc c'est vrai qu'on est dans une pleine lune qui peut vraiment mettre en lumière, comme toute pleine lune, nos attachements. Et là, j'irai plus loin, le fait que la lune en Scorpion soit conjointe à Junon. Donc, je vais peut-être vous expliquer un petit peu plus ce qu'est Junon. Junon, dans les archétypes du féminin, alors, petite parenthèse, c'est utilisé au travers des astéroïdes. Les astéroïdes ont été amenés en astrologie, surtout dans les années 70. Et pour reprendre ce que dit Demetra George, comme la découverte, on pourrait dire, d'un objet céleste correspond à l'activation quelque part de nouveaux centres psychiques. Hein. Vous savez que l'astrologie fonctionne par corrélation et non par causalité. Hein. Il y a plus une dimension acausale dans les effets de l'astrologie, plus synchronique, on pourrait dire. Ça correspond à l'émergence du féminin, du féminisme, et quelque part, ça vient rétablir aussi un équilibre, puisque dans le thème traditionnel, c'est-à-dire dans les objets célestes, il y avait très peu de figures qu'on pouvait associer à des mythes du féminin, hein. Il y avait la Lune et Vénus, et donc c'était un peu réducteur. Donc on a commencé à intégrer les quatre principaux astéroïdes qui ont été découverts et qui en plus sont, notamment pour Junon, Vesta et Cérès, les sœurs de Neptune, donc Neptune Poséidon, de Zeus Jupiter et d'Hadès Pluton. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est réétabli, quelque part, il y a un équilibre qui s'est réétabli. Les astéroïdes du féminin vont beaucoup nous, on les a appelés les astéroïdes du féminin parce qu'il y en a énormément d'autres. Hein, c'est Demetra George qui a été une pionnière là-dedans, et j'ai eu la chance de recevoir ses enseignements quand elle en donnait en particulier il y a assez longtemps. Et ça va être comment on va utiliser l'énergie créative et sexuelle de Vénus. Hein. Donc, Junon, ça va être celle qui va utiliser l'énergie créative et sexuelle de Vénus pour être une gardienne du lien. C'est la gardienne des serments, c'est la gardienne des alliances. Junon, peut-être que vous la connaissez dans la mythologie sous son nom grec, c'est Héra. Hein. Et donc, on se connaît souvent les histoires d'Héra et Zeus, où il y a ce symbole un petit peu du couple monogame, où Héra est la gardienne, ou Junon, si vous voulez, la gardienne du couple. Zeus fait toujours les 400 coups en changeant de forme. Il va quelque part constamment enrichir le mariage de nouvelles conquêtes, et Junon reste fidèle, elle se venge, euh, elle rentre dans des colères folles, et leur lien tient. Hein. Alors, il y a quand même des choses, si je suis honnête avec vous, et je reprends ça, je crois que c'est Virginie. Ah, je ne veux pas heurter son nom, c'est quelqu'un, une mythologue du Collège de France, où je vous invite sur les podcasts du Collège de France, qui a beaucoup parlé d'Héra et de Zeus, et ça m'a fait quand même des tilts, parce que si on regarde vraiment certaines sculptures à Héra, ou comme elle était décrite dans la mythologie, avec ses pans, c'était vraiment une reine, elle trônait. Je trouve ça toujours étrange qu'on en ait retenu que cette femme aigrie, en colère, jalouse, qui se venge et qui est dans l'attente. Hein. Comme si, n'oublions pas que les mythes sont aussi écrits pour répondre à un contexte sociopolitique, et certains expliquent que le mariage de Junon et de Zeus correspond à l'instauration du mariage monogame. Alors, vous allez voir pourquoi ça nous sert, parce que si la Lune est en Scorpion et que Junon est en Scorpion, et qu'en face on a Uranus, Soleil, donc l'œil de la conscience qui veut éclairer, qu'est-ce qui va être éclairé? Les serments, les loyautés invisibles, les engagements
Alors, j'ai pas envie d'employer le mot toxique parce que j'ai l'impression que ça veut tout et rien dire, mais dans le signe du scorpion, quelque chose qui est toxique, c'est vraiment l'idée du scorpion, vous savez, qu'on peut associer aux eaux des enfers, aux eaux du Styx, le fleuve, pardon, des enfers qui seraient toutes les mémoires, toutes les eaux usées, hein, toutes ces fidélités inconscientes, ces héritages, cette profondeur tout simplement, où c'est plus les contenus de notre inconscient qui nous agissent, on pourrait dire, et qu'on a du mal justement à aller dans la promesse d'un soleil en taureau, qui serait heureux, qui profiterait pleinement de sa sexualité, de sa sensualité, qui serait tranquille, contemplatif, vous voyez, dans une relation où les valeurs sont partagées. Enfin, la tranquillité un peu taureau, hein. Moi qui ai beaucoup de taureaux, c'est peut-être cet idéal du taureau, de quelque chose qui dure, qui est périn, comme la beauté des arbres, et que vous regardez ça pendant des heures. Là, avec Uranus, il peut y avoir vraiment la foudre, hein. La foudre uranienne, c'est pas la foudre de Zeus, c'est vraiment l'éclair de conscience où il est possible, vous savez, comme si l'œil qui éclaire les profondeurs du scorpion, et notamment dans certaines de nos relations Junon. Donc, Junon, c'est vrai qu'on a tendance à l'utiliser beaucoup pour les relations de couple, mais vous pouvez regarder pour élargir le symbole à tous les endroits où il y avait une sorte de pacte avec quelqu'un, où il y a une loyauté, où il y a un contrat, où il y a une forme de fidélité. Et vous avez Uranus en face qui non seulement est clair, mais Uranus, c'est la planète de la désobéissance, de l'irrévérence, qui n'a pas du tout envie d'être fidèle à un héritage, à une reproduction, parce qu'il en a marre des drames, vous voyez, il en a marre d'être en colère, par exemple, pour Junon. Il voudrait trouver peut-être une autre sortie que la vengeance, que se sacrifier, que se condamner quelque part à se sentir prisonnier d'Hadès, si vous êtes dans le Scorpion, à se sentir prisonnier d'une relation, à se sentir prisonnier d'une loyauté, ou tout simplement avec la Lune, vous savez, à se sentir prisonnier d'obsessions, de schémas répétitifs, vraiment d'émotions qui prennent beaucoup de place, généralement, de par cette pleine lune. Alors bien sûr, ça va dépendre où ça tombe dans votre thème, réveillée par certaines relations, hein. Donc on peut avoir peur de la trahison, ou au contraire Uranus qui nous permet d'éclairer non pas seulement notre peur de la trahison, mais peut-être les endroits où en fait ce sont nous qui nous trahissons dans une relation, ce sont nous, on est méfiant, mais du coup, qu'est-ce qu'on se méfie de nous-mêmes, quelles sont les parties aussi qu'on a trahies. Pour reprendre ma petite boucle que j'ai fait avec l'histoire de Junon, ça, je l'avais lu dans un... C'est un mythologue, mais qui devait être cité par Démétra George. Alors pourquoi je cite mes sources, hein, c'est pas du tout pour faire pompeux, c'est comme quand je sais que ça vient pas de moi, je sais dans ma tête. Donc je me sens tout simplement dans l'honnêteté de vous dire d'où ça vient, et puis aussi pour vous donner envie d'approfondir, parce que je trouve ça magnifique. Euh, en tout cas, pour moi, ça me passionne. Et donc, c'est un mythologue qui s'appelle Karl Kerényi et qui, en parlant de Junon, a dit le problème de Junon, ce n'est pas tant les infidélités de son mari que sa trop grande fidélité au rôle d'épouse, hein. Et si on prend l'approche jungienne, quelque chose qui est toujours dangereux, c'est de s'identifier à un archétype. Donc, dans ce cas-là, ce serait l'identification au rôle de la gardienne des serments, de la gardienne de l'engagement, donc de la gardienne d'une relation. Et vous allez voir que qu'est-ce qui est drôle. Alors, je sais que je partage pas toujours sur les astéroïdes, mais tout simplement parce que quand ils ne sont pas placés à des endroits clés, hein, je ferais ce qu'on reproche aux astéroïdes de tomber dans le détail. Mais là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que cette pleine lune est en carré, donc est en T carré à Pallas Athéna, hein, à Pallas Athéna en Verseau. Et Pallas Athéna, c'est vraiment celle justement qui refuse bon, je ne sais pas si elle refuse, mais en tout cas, on ne lui connaît aucun époux parce qu'elle est fidèle à son intelligence créatrice et elle veut créer depuis la tête, et elle va représenter la partie Amazone, hein, qui pourrait être justement dans l'extrême inverse, qui pourrait refuser toute relation pour ne pas perdre son intelligence ou pour ne pas se plier à un carcan social, hein. Donc, pour revenir à notre pleine lune, on a Uranus qui nous fait prendre conscience, qui peut peut-être aussi nous pousser avec quelque chose d'inattendu à faire un acte irrévérencieux, à désobéir à un contrat, à désobéir à un engagement. Pourquoi? Surtout en taureau et avec Vénus qui vient de faire sa rétrogradation pour être fidèle à soi-même. On est un peu dans un dilemme, vous savez, entre
si je suis fidèle à moi-même, je suis infidèle à l'autre, mais si je suis fidèle à l'autre, je suis infidèle à moi-même. Hein. Donc on est dans ces fidélités, dans ces loyautés. Uranus est quand même une planète qui peut nous aider à trouver une solution créative, c'est-à-dire qui peut nous aider à avoir une sorte de vous savez, un saut quantique, un peu Uranus, où vous voyez comment A et B ne vous mènent nulle part et qu'il y a toujours un C. Et ce C, hein, c'est ce que je me disais dans la préparation, avec Pallas Athéna en trigone à Jupiter en air. Donc l'air qui peut symboliser un nouveau regard, une nouvelle façon de penser. Là où vraiment, des fois, dans le taureau et le scorpion, on est très prisonnier comme il y a quelque chose d'assez organique, hein, assez, vous l'aurez compris, je sais pas, on est très connecté à notre corps, à notre ressenti, à notre côté instinctuel des choses. Voilà, ça nous prend hein, vraiment. Euh, dans quelque chose d'assez intense. Là, Pallas Athéna, c'est vraiment l'intelligence créatrice qui nous permet bah, tout simplement de pouvoir voir les choses différemment. Hein. Elle est assez en alliance avec Uranus, mais elle a une profondeur que peut-être n'a pas Uranus. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est qu'elle voit, vous savez, c'est comme elle voit au travers du noir, elle voit vraiment les choses dans une autre dimension. Hein. Et Pallas Athéna, donc, c'est l'archétype, enfin l'image archétypale, parce que vous savez que je le dis parfois, mais les planètes ne sont pas des archétypes, ce sont des images archétypales. Elle va nous renvoyer à l'Amazone et elle va parler vraiment de quels sont nos projets. Puis avec ce Jupiter en Gémeaux, vous savez, nous ramener sur le monde, nous ramener sur le collectif, sur qu'est-ce qu'on a à créer, comment on peut œuvrer et nous aider justement à peut-être nous détacher de certaines dynamiques interpersonnelles qui vont un petit peu être tortueuses et utiliser au contraire, parce qu'il y a de la force dans le scorpion, il y a cette énergie vitale, Mars est en lion, même s'il a été plus loin de Pluton, vraiment nous aider à créer quelque chose pour le monde, à utiliser cette énergie pour, je ne sais pas, écrire, dessiner pour certains, concevoir de nouveaux projets, concevoir une nouvelle vision des choses, nous rappeler aussi peut-être quelque chose qui m'avait été transmis sur Pallas Athéna, c'est l'idée que Pallas Athéna, si on la modélise, elle serait à la jonction de l'axe Lion-Verseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pallas Athéna, c'est comment vous faites quelque chose depuis votre cœur, mais ça va toujours servir le Verseau et le collectif. Donc je trouve ça intéressant, avec aussi ce Jupiter en Gémeaux, quelque chose qui aspire à l'air, vous voyez, mais pas l'air qui nous déconnecterait, ça ce serait l'onde d'Uranus où on se détacherait et du coup il y aurait une dissociation, mais vraiment on utilise cette énergie très organique des plantes, de la pousse, de la lutte, pour pouvoir en faire quelque chose qui nous dépersonnalise dans le sens noble du terme et qui nous permet d'ouvrir des possibles, puisque Jupiter est là pour une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, et qui sait, peut-être aussi des projets qui peuvent avoir un impact dans le collectif. Donc, voilà un petit peu pour cette pleine lune. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. On a aussi ensuite, dans la semaine, enfin, non, le même jour que la pleine lune, on a un carré entre Mercure et Pluton. Alors, les carrés de Mercure et Pluton, donc vous avez Mercure, le messager des dieux, qui rencontre Pluton, le dieu des enfers. C'est toujours des moments où les choses qui nous sont révélées, donc vous voyez, non seulement on a la révélation uranienne, où on peut avoir l'Eureka, où on voit des choses, mais il se peut que le, le verbe qui accompagne les prises de conscience ait une dimension plutonienne. Mercure est rentré en taureau, dans le signe du taureau, il est plutôt poète, hein, il est plutôt amoureux des belles choses, amoureux des beaux mots, et il va se confronter en tension avec Pluton, qui pourrait être du coup le magicien noir, qui vient lui dire, écoute, il faut que ta pensée aille plus en profondeur, et pour le coup, je vais aussi détruire certaines de tes formes, une forme je ne sais pas s'il y en a d'autres comme moi qui ont Mercure en taureau, une forme aussi de naïveté dans la façon des fois de voir les choses et arriver à passer peut-être comme la jeune fille dans Barbe Bleue de l'ingénuité en gardant l'innocence. Hein. Mais souvent, ce que fait Pluton, c'est qu'il vient vraiment appuyer, donc il peut venir appuyer et réveiller aussi le côté obsessionnel de Pluton.
hein. Il peut venir avoir envie de détruire. Déjà qu'on est dans une planète avec Uranus à la Lune en Scorpion, il pourrait y avoir envie tellement qu'on voudrait se libérer de certains schémas. Il peut y avoir des forces destructives, hein. Donc, comme je vous le disais, la clé dans Pallas Athéna d'utiliser cette énergie volcanique est vitale, plus pour créer des projets, en pensant au collectif, en s'ouvrant, en trouvant des personnes avec qui on peut partager, hein, parce que sinon, c'est juste que ça peut être très intense à soutenir. Donc, il peut y avoir aussi quand, alors, je ne sais pas si c'est des conversations inconfortables, parce que quand c'est un carré, si on modèle, quand je vous parle de modèle astrologique, c'est-à-dire que je vous dis un petit peu des fois dans les lois qu'on va utiliser pour l'astrologie, en prenant la précaution que bah, des fois, ces lois dans la pratique, c'est comme quand vous apprenez l'astrologie, il y a ce qu'on vous dit, puis après, il y a ce qui se joue dans le ressenti avec la personne. Euh, c'est vrai qu'un carré, souvent, c'est un aspect qu'on a tendance à dire qui est plus vécu en intériorité, hein, c'est-à-dire Mercure en taureau, qui aurait envie d'être tranquille et de pouvoir avoir des belles pensées et contempler ou écouter les oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez, pour une fois, j'enregistre en fin de journée. Ils sont encore là depuis que j'enregistre le matin. Et Pluton qui viendrait nous montrer là où ça va pas, nous questionner, nous dire où on a envie de détruire et pas du tout nous tranquilliser. Hmm. Mais forcément, il y a toujours dans les aspects de friction un cadeau, et le cadeau, c'est la richesse cachée de Pluton, qui est de nous aider aussi à rompre avec certaines manières de penser, ou tout simplement, si vraiment cet aspect se joue dans certaines relations, à crever l'abcès, à oser dire, à oser verbaliser. Et peut-être l'avantage, c'est que Mercure est en taureau, bon, même si Vénus est en bélier, peut-être à dire pour l'harmonie, à dire pour créer plus de beauté, et peut-être justement, vous savez, euh, une poésie qui est belle ou des mots qui sont beaux mais qui soutiennent l'inconfort de Pluton. Mais comme vous voyez, c'est quand même en tension et ça peut un peu brasser. Et si on le prend en lien avec nous-mêmes, Pluton, il peut totaliser les choses. Et en plus, en taureau, qui est encore un peu plus fixe, ça peut vraiment nous prendre la tête, alors que Uranus, ce qu'il a envie, c'est vraiment de nous extirper d'une situation, de nous extirper d'une relation. On a en plus, j'allais dire, l'énergie qui continue un petit peu toute la semaine parce qu'il faut attendre vraiment samedi, hein. Donc samedi, je ne sais pas quel jour on sera, mais en tout cas, le samedi de la semaine du 12 mai, donc bah, le 17, il faudra attendre la conjonction exacte Soleil-Uranus. Donc vous voyez, on a un petit peu toujours dans ce côté un peu explosif qu'on connaît depuis 2018 qu'Uranus est en taureau, hein. Nous, ça avait fait exploser le volcan, l'entrée d'Uranus en taureau, mais ça vient vraiment nous réveiller, nous chambouler, nous proposer aussi en taureau de sortir de nos attachements, de sortir de nos sécurités. Mais c'est vrai qu'Uranus est un peu chaotique. Alors même si pour ceux qui ont beaucoup de taureaux, on a apprivoisé le chaos et on arrive un peu plus, peut-être comme dit Nietzsche, à devenir une étoile dansante dans ce chaos-là, ça reste quand même parfois un petit peu agitant. Ça nous agite. En plus, Uranus est une planète qui agite beaucoup le système nerveux. Donc ça peut créer plus de nervosité et de tension. Et aussi venir avec le scorpion, vraiment un peu une sorte de purification, hein, de purge qui va nous demander d'aller trouver cette sécurité taureau vraiment dans la coupe qui nous soutient, hein, vraiment dans cette métaphore de nous dire je suis un enfant de la grande déesse et je me sens soutenue par elle. En apprivoisant avec Uranus, que comme je vous le disais, la Terre peut aussi nous soutenir, mais elle a aussi des mouvements très imprévisibles. Donc voilà pour cette semaine. Donc je reste disponible pour les séances. Pour ceux qui veulent faire des séances de couple, c'est-à-dire des séances où on regarde, j'hésitais même à faire un atelier peut-être pour le mois de juin. Je vais voir une initiation à la synastrie et au composite. C'est d'ailleurs là-dessus que finalement je vais intervenir au sommet de l'astrologie. Au début, je ne devais pas y participer parce que j'avais pas forcément de sujet que j'arrivais à trouver en lien avec le thème. Et finalement, j'en ai eu un peu au dernier moment, en lien justement avec, donc je crois que je vous mettrai le lien, je crois que c'est gratuit pour s'inscrire, dans comment on a chacun une signature mythologique en lien avec l'amour et comment nos rencontres viennent quelque part résonner, écrire cette histoire avec un personnage. Je vais vous prendre un exemple pour que ce soit plus concret, et c'est par là que je commencerai. Si vous avez un aspect de Vénus-Neptune, il peut y avoir un mythe très fort ou un conte de Tristan et Iseut
avec vraiment chercher le partenaire idéal et le diviniser, mais du coup avoir du mal à rencontrer dans la matière la personne. Et donc, on va souvent, et ça vous le voyez avec la technique astrologique, avoir des gens qui vont rentrer en résonance avec justement la signature, la signature archétypale de Neptune, ou au contraire, si on est dans un moment évolutif où on a envie de nous libérer, bah, ça va être des gens très uraniens. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Mes amis qui m'écoutent le savent. J'aime beaucoup regarder, et j'ai un beau moustique qui passe, les synastries, parce que c'est pas de la compatibilité, c'est vraiment, il y a un mystère dans le lien. Il y a un mystère dans le lien qui nous unit aux personnes, mais c'est comment justement, depuis ce miroir, j'allais dire, des planètes, des étoiles et des configurations archétypales, on se rencontre, on se touche à certains moments, on se réveille des choses et comment on chemine dans les liens interpersonnels. Donc voilà, je vous mettrai le lien, vous m'écrivez si vous ne trouvez pas de créneau qui vous conviennent. Mais, et puis aussi, bah, vous pouvez, je vais voir, je vais sentir à l'intérieur si j'ai envie de vous proposer ce petit atelier d'initiation. Je pense que de toute façon, dans les personnes qui m'écoutent, il y a quand même des gens qui connaissent bien l'astrologie, parce que je sais que parfois, je suis, je sais pas si c'est que je suis pas facile, mais j'aime bien aller en profondeur et ça peut supposer que m'écouter est des fois plus facile si on a en tout cas une familiarité avec le langage astrologique ou en tout cas une résonance. Je suis même pas sûre qu'on est obligé d'avoir de la technique, mais je pense que certains d'entre nous, on sent que ça nous parle, même si au début on comprend rien. Quand moi, ça a été mon cas. Au début, je comprenais rien du tout, mais je savais que ça me parlait et j'ai jamais arrêté. Hein, voilà. Donc, pour la petite histoire, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Donc, je vous dis à la semaine prochaine ou à la semaine suivante. Et n'hésitez pas à m'écrire, à partager, vraiment à me demander aussi des consultations même plus personnalisées. Je serais ravie de vous partager tout cela. Au revoir.